Bonsoir. Merci de vous avoir encore plus nombreux devant vos postes télévisés, vos smartphones ainsi que vos ordinateurs en train de suivre ces tranches d'émission, la grande ampleur que vous avez toujours eu à suivre partout dans le monde entier sur votre chaîne le plus aimable, l'Exode News TV, la 2, comme vous l'avez l'habitude de la suivre sur la RTNC2. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ici, sur ce plateau, nous allons accueillir pour vous un grand messier, le CG de la FOSICO, si je ne me trompe pas, ainsi qu'un syndicaliste qui va essayer un peu de vous expliquer ce que nous allons aborder sur ce sujet des tranches de notre émission de ce soir. Merci beaucoup, c'est votre humble serviteur Michael Kayembe. Comme d'habitude, vous avez l'habitude de nous suivre partout, Mokili Mobimba. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. À ma droite, nous avons monsieur Trésor, vous allez bien suivre, lui-même il va se présenter, vous allez comprendre qui est monsieur Trésor et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Bonjour monsieur Trésor. Bonjour monsieur Kayembe, je m'appelle Trésor Kapia, je suis secrétaire général confédéral de la force syndicale congolaise de FOSICO en civil. Nous sommes un syndicat interprofessionnel classé 7e aux dernières élections générales qui ont eu lieu dans notre pays en 2023. Et à ce titre, nous sommes 7e sur plus de 600 syndicats qui existent au Congo. Et à ce titre, nous sommes membres de l'inter-syndical national du Congo. Merci beaucoup, M. Trésor. Étant membre de l'intersyndical du Congo, nous allons essayer d'aborder un peu plus des sujets sur le fonctionnaire congolais ainsi que l'importance des syndicalistes au sein des institutions de l'État. Sans plus tarder, la première question que nous allons aborder sur cette tranche d'émission, c'est de vouloir savoir d'abord l'importance de la fête du travail chez les fonctionnaires congolais. J'espère que vous avez l'idée par rapport à ce grand jour qui a été désigné par le monde entier, une journée mondiale pour les fonctionnaires. Tout à fait. Bon, avec votre permission, je voudrais solliciter une grâce, une faveur, qu'on ne limite pas notre approche juste aux seuls fonctionnaires, mais qu'on l'élargisse de façon globale aux travailleurs de la République démocratique du Congo. Parce que le syndicalisme, le syndicaliste n'œuvre pas que dans la fonction publique, il ne représente pas et ne défend pas que les fonctionnaires, encore que c'est tout récemment que nous avons commencé à agir en tant que tel dans le secteur public, mais nous voudrions, avec votre autorisation, que nous parlions globalement de la représentation et de la défense des intérêts des travailleurs au niveau, dans son volet, dans son aspect global. Alors, ce faisant, pour répondre à votre question, nous allons dire que la fête du 1er mai, c'est un grand événement qui n'est pas un cadeau. Je ne sais même pas s'il faudra parler de fête, donc bref, appelons ça fête. Ce n'est pas un cadeau que les gouvernements ou les employés ont donné aux travailleurs, mais c'est le fruit d'une longue lutte qui a fini par une révolte, par un soulèvement, qui avait d'ailleurs provoqué mort d'homme, parce qu'au siècle dernier, avec l'impérialisme, le capitalisme sauvage, le travailleur était assimilé à une bête de somme, une bête de traite. L'employé, le travailleur n'était pas considéré comme un être humain. Donc il y a des gens qui travaillaient comme ça pendant 12 heures, 14 heures. Quand je dis les gens, ce n'est pas seulement les hommes, les femmes essentiellement, d'ailleurs qui ont été même à la base de ce mouvement. Donc, il y a les hommes, les femmes, les enfants même qui travaillaient dans des conditions inhumaines et des salaires de misère, c'est de peu qu'on ne pas plus des salaires de chiens, et pendant très longtemps. Alors, vous voyez, aujourd'hui on parle de l'amélioration des conditions de travail, déjà qu'à l'époque c'était des conditions médiocres, avec des salaires médiocres, et pendant très longtemps, cela avait un impact négatif sur le développement, même l'épanouissement de l'homme, parce que bon, vous passez tout votre temps au travail, vous vous épuisez physiquement, vous êtes généralement et souvent malade, mal payé, vous n'êtes pas suffisamment soigné. Les capitalistes n'avaient pas le regard humain que la lutte syndicale a mis aujourd'hui vis-à-vis des employés.
employeurs, parce qu'aujourd'hui on exige, surtout dans notre législation congolaise, à certains égards, que l'employeur prenne en charge les soins médicaux de l'employé. Bref, il y avait tout ça, les gens étaient tout le temps malades, il y en a qui décédaient, il y en a qui devenaient invalides, et de ce fait ne pouvaient plus travailler. Et à la longue, quand on a accumulé les frustrations, à la fin, les gens se sont soulevés pour réclamer l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration des salaires. On est parti de très loin pour arriver aujourd'hui. Et donc, conventionnellement, on s'est mis d'accord pour que, dorénavant, cette journée soit commémorée le 1er décembre. Pendant que moi, et voilà, de façon très ramassée, très sommaire, comment on va aborder. Merci beaucoup, M. Trésor. Merci d'avoir abordé cette question qui vient d'éclairer beaucoup de gens qui ne savent pas l'importance de ces grands jours. En 1er mai, c'était un jour d'élite. Ne prenez pas ça comme une fête, plutôt prenez ça comme une lutte pour les fonctionnaires, non seulement les fonctionnaires de la fonction publique, mais tous les fonctionnaires qui travaillent même dans des entreprises privées, qui avaient ces drôles de problèmes de percevoir ce qui leur revient de droit par rapport à l'énergie qu'ils donnaient et qu'ils réclamaient aussi beaucoup plus de considération auprès de leurs employés. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à aborder tout cela pour vous faire comprendre. Vraiment, un travailleur, c'est quelqu'un qui se donne pour une cause. C'est pas, on ne travaille pas pour se faire maltraiter ou encore se faire diminuer auprès de son employé, non. On travaille pour apporter un plus dans la société et pour gagner quelque chose en retour et puis aussi plus de la valeur. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre question, M. Trésor. C'était vraiment important. Beaucoup de gens qui nous suivent quand même ont compris cette date-là, combien de fois ça a été important pour ces gens-là dans les siècles passés, qu'ils ont essayé de revendiquer, parler. Il y a même des femmes, il y a même une journée aussi dédiée aux femmes qui se sont aussi impliquées dans ces mêmes problèmes pour chercher à avoir beaucoup plus de la considération et de la parité. Merci beaucoup. Notre seconde question sera celui des syndicalistes. Nous voulons savoir les rôles de syndicalistes au sein des institutions ou encore les rôles des syndicalistes au sein des entreprises privées, d'autres entreprises privées ou encore entreprises de l'État, comme on vient de le dire tout à l'heure. Alors, ce rôle-là, beaucoup ne comprennent pas l'importance ou beaucoup minimisent cette importance-là. Ils ne savent pas c'est quoi l'importance d'un syndicaliste ou encore il y a des syndicalistes qui ne reconnaissent pas ce qui leur revient comme devoir des syndicalistes. C'est une question très pertinente et je vous en remercie. Nous allons dire, si vous l'autorisez, avant de parler du rôle du syndicaliste, il faut d'abord savoir c'est qui un syndicaliste. Un syndicaliste, c'est un élu du personnel, un élu des travailleurs. C'est un représentant des travailleurs, un représentant du personnel. Il est élu dans le contexte actuel de notre pays pour 3 ans, renouvelable autant de fois que possible. Nous, on n'est pas limité une fois renouvelable. Donc on peut revenir autant de fois que possible, pour autant qu'on continue à jouir de la confiance, du crédit de son électorat. Donc c'est quelqu'un que ses pairs élisent pour les représenter au fin de défendre leurs intérêts auprès d'une part de l'employeur et d'autre part de l'État. On va parler comme ça en français facile. Alors, je crois que je circonscris comme ça pour dire c'est un élu, donc il est à la fois, je vais faire un rapprochement ou un parallélisme, il est à la fois un peu comme un député, il représente les travailleurs auprès de l'employeur, et il est tout à la fois comme un avocat parce qu'il défend ses employeurs, il plaide leur cas, il les défend auprès de leurs employeurs. Donc un syndicaliste, c'est quelqu'un de très utile, de très important dans une société. Et son rôle, c'est donc de représenter les travailleurs auprès de l'employeur et de défendre leurs intérêts auprès de ce dernier. Les intérêts, ils vont porter sur quoi? Nous l'avons pensé en liminaire à cette émission lorsque nous avons commencé. C'est un salaire décent, même si nous devons reconnaître que de façon générale, dans notre pays, les salaires ne s'indiquent pas
désiré. Ce sont les conditions générales de travail, ce sont les multiples facettes et les multiples problèmes qui se posent globalement dans le monde du travail et dans l'entreprise, dans la société. Donc voilà le rôle du délégué syndical est appelé à jouer. Il est la courroie de transmission entre l'employeur et les travailleurs. Quand les travailleurs ont des problèmes, lui en tant que leur représentant, il prend leurs problèmes, il prend leurs revendications, il prend leurs desiderata, il les porte vers l'employeur. Quand l'employeur répond, il retourne vers ceci pour restituer tout le temps. Et de la même manière, quand l'employeur prend des mesures, des décisions, des initiatives, c'est à travers les mêmes délégués syndicaux, la même délégation syndicale qui communique et ces derniers vont apporter ça auprès des travailleurs. Voilà qu'est-ce qui a suscité à ce que ces mouvements des syndicalistes soient créés pour les institutions ou les travailleurs qui ont des fois des drôles de problèmes auprès de leurs employés? Cette idée, ça date de quand ou encore c'est l'initiative qui vient de... Bon, nous avons dit tout à l'heure, à la base, il y avait cette maltraitance, cette déconsidération du travailleur qui est pourtant, on va dire, un capital clé. Vous avez parmi les différents capitaux, les différents facteurs pour constituer une entreprise, vous avez le matériel, vous avez le personnel, vous avez l'argent. Mais au centre de tout, il y a l'homme qui joue un rôle très important. Et donc l'homme était déconsidéré, méprisé, primé, maltraité et il avait fini par se soulever. Maintenant, dès lors qu'il s'était soulevé, il fallait trouver un créneau par lequel l'employeur devait commencer à communiquer avec son personnel. Mais vous savez qu'il y a aussi des sociétés qui ont comme ça, 1500, 500, 1000, 10 000 même employés. C'est pas facile pour une société de traiter avec 10 000 personnes. C'est comme au niveau national, nous sommes, je crois, aujourd'hui, on parle de 120 millions, nous sommes représentés par 500 députés seulement. Et donc, on avait créé cette structure pour que, au travers d'elle, il y ait un dialogue social permanent entre les employeurs et les employés d'une part, et entre part, les employeurs, les employés et le gouvernement d'autre part. Merci beaucoup, M. Trésor. Et ce 24 avril 2025, il y avait eu un lancement des travaux de la politique salariale de tous les fonctionnaires, qui a été lancé par le président de la République au centre culturel de l'Afrique centrale à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez essayer un peu d'éclairer l'opinion par rapport à ces jours? Bon, je voudrais parler sous réserve, parce que notre organisation syndicale n'est pas membre de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Vous connaissez la mentalité des Congolais. Juste à répondre à cette question, d'aucuns vous diront qui lui a dit de répondre, il ne devait pas répondre. Mais en tant que syndicaliste, je vais dire, tout en reconnaissant le droit à ceux qui doivent venir répondre, que c'est une très belle initiative. Elle est louable, nous la soutenons, nous l'encourageons. Et nous aimerions que ça ne soit pas juste un chapelet de bonnes intentions comme nous en avons connu dans ce pays. C'est-à-dire, on peut déplacer le chef de l'État, il vient dans une démarche, une intention noble, il initie quelque chose, et puis la suite ne vient pas. C'est-à-dire, il faut améliorer le salaire des fonctionnaires ou du fonctionnaire congolais, c'est vrai. Le fonctionnaire congolais est très mal payé et il est soumis à une vie infrahumaine. Nous estimons que l'État doit être compétitif vis-à-vis du secteur privé, parce que dès lors que l'État va prendre convenablement en charge son personnel, les fonctionnaires, en les rémunérant convenablement, cela d'opéra même le secteur privé pour qu'il améliore aussi les salaires de ces travailleurs. Donc, nous soutenons la démarche, nous l'encourageons et nous interpellons ici nos dirigeants et nous interpellons aussi en tant que syndicalistes en même temps que nous appelons tous les camarades travailleurs, tous les camarades fonctionnaires de la fonction publique à être vigilants.
à ne pas dormir sur le beau laurier comme nous en avons l'habitude dans notre pays. Donc, ils doivent continuer à pousser les syndicats qui les représentent, ils doivent continuer à maintenir la pression sur le gouvernement pour que ce qui a été lancé dernièrement prenne forme, prenne corps et arrive à matérialisation pour que le traitement salarial du personnel de la fonction publique change de façon effective. Mais sinon, c'est une démarche très louable et nous la saluons. Merci beaucoup, messieurs. Une démarche très louable que vous saluez. Alors, y a-t-il beaucoup de gens qui se lamentent à propos pour dire que non, le chef de l'État a lancé cela, mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas une discrimination par rapport à cela? Ce n'est pas que le salaire des hauts fonctionnaires qui seront augmentés ou encore les salaires, même dans les secteurs privés, si cela arrivait que l'État améliore cela, est-ce que cela aussi aura de l'impact auprès des entreprises privées comme vous venez de dire? Bon, les fonctionnaires de l'État sont gérés par le statut des fonctionnaires de l'État. Les travailleurs du secteur privé sont gérés par le Code du travail. Mais il faut dire que quand on donne l'impulsion dans le secteur public, il y a un effet d'entraînement vis-à-vis du secteur privé parce que le secteur public, c'est notre référence. Maintenant, quant à dire est-ce que la démarche va être discriminatoire, non, ça ne le peut pas. Vous savez qu'en termes d'approche des effectifs, si on ne pouvait satisfaire que par exemple les directeurs, les secrétaires généraux et laisser le commun des mortels dans la fonction publique, ça serait tout à fait irrationnel et irréalisable. Ça créerait des problèmes et des tensions plutôt que ça ne viendrait ça ne viendrait apporter des solutions aux problèmes, aux difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais je crois que sous bénéfice du doute qu'on peut accorder au chef de l'État, nous pouvons lui faire confiance et croire qu'il est animé de bonne foi, que son entourage, ses conseillers, son gouvernement ne vont pas rester dans les éternels théâtres auxquels nous assistons. Cette fois-ci, ils vont faire quand même que les fonctionnaires congolais soient convenablement payés et que notre pays soit respecté, ne serait-ce que de ce point de vue-là. Et qu'est-ce qui fait à ce que, des fois dans notre pays, nous constatons qu'à chaque fois qu'il y a des initiatives comme ça, mais il y a toujours des intercalations quelque part. La sanction, on ne punit pas. Ah oui, on ne punit pas. C'est ça l'école des problèmes. Vous pouvez éclairer à l'opinion. Et je m'excuse, c'est pas une émission politique, elle n'est pas fichée sur un individu, sur une fonction. Mais je crois que le chef lui-même a décrié notre justice qui est malade. La justice congolaise doit ressusciter. La justice congolaise doit récupérer son indépendance. La justice congolaise doit commencer à sévir. Il ne faudrait pas qu'il y ait des intouchables. Dès lors qu'il y a des gens qui ont fauté, il faut les punir. Et même le chef de l'État lui-même, doit savoir que même dans son entourage, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui soient intouchables. Dès lors qu'il y a des gens qui sont commis pour poser certains actes, pour matérialiser certaines décisions, dès lors qu'ils ne les ont pas faites, il faut sanctionner. Un bon gestionnaire, il prévoit, il coordonne, il contrôle. Et quand on a contrôlé, déjà qu'on a programmé, on a prévu, on a coordonné, c'est-à-dire la chose a commencé à exister, par la suite on vient contrôler si ça a été bien fait ou mal fait. Bien fait, on sanctionne positivement, mal fait, on sanctionne négativement. Mais alors, si on ne sanctionne pas, ça veut dire qu'on ne coordonne pas, on ne contrôle pas. Voilà, donc nous interpellons pas que le chef de l'État, mais les différents ministres, les différents directeurs généraux, les différents directeurs de la fonction publique, les secrétaires généraux, chacun dans sa marge, de responsabilité, qu'on apprenne à sanctionner. Mais nous continuons à croire que cette initiative ne va pas s'arrêter à mi-chemin ou en cours de chemin, qu'elle aboutira et que les gens en palperont les fruits. Merci beaucoup, M. Trésor. Et par rapport au portefeuille de l'État, aujourd'hui nous comprenons que la majorité des Congolais visent beaucoup plus d'entrer dans des fonctions publiques de l'État, avoir un matricule, une mécanisation, être agent de l'État. Et il y a d'autres qui travaillent dans le secteur privé. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Y a-t-il pas d'assurance civile dans les secteurs privés qui font à ce que les gens, tout le monde cherche à avoir un matricule
Ou bien dans des secteurs privés, il y a-t-il quand même des avantages aussi? Bon, je ne sais pas si j'ai très bien compris la question, mais il faut dire que, en fait, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent carrière dans la fonction publique, c'est légitime, c'est normal, mais au fond, l'État, je m'excuse, l'État n'est pas le plus grand employeur qui soit ou qui devrait être. Ce qu'on doit dire, c'est que l'État doit créer des conditions pour favoriser les investissements. Et de ces investissements naîtront des emplois qui feront qu'on va résorber le chômage, on va créer des emplois. Et d'ordinaire, en principe, les gens de la fonction publique sont toujours, ils ont des avantages en tant que fonctionnaires, mais en termes de rémunération, ils sont toujours moins bien, un peu quasiment partout dans le monde, moins bien rémunérés que les gens du secteur privé. Et donc ici, nous estimons que si les gens se rabattent sur la fonction publique, c'est parce que, on a une relation à gauche, on a une relation à droite, on crée parfois des fonctionnaires fantômes, parfois on récupère des matricules qui n'existent pas, on fait un peu du n'importe quoi, mais bon, on le fait parce qu'il n'y a pas l'emploi, mais les gens, ils ont étudié, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de fonder famille, ils ont besoin de se marier, etc. Et accessoirement, ou concomitamment, il faudrait qu'il y ait un secteur privé où on a assaini le climat des affaires, où on a assoupli la politique fiscale, où on a une justice indépendante, une justice forte qui rassure les investisseurs. Ils viendront en nombre. On doit combattre la corruption, on doit combattre l'impunité. Et vous verrez, les investisseurs viendront en nombre. Et notre pays connaîtra des essor Puisqu'on parle des investissements, dernièrement nous avons appris que le gouvernement congolais a signé un contrat avec les Américains qui doivent apporter plus de 500 milliards de dollars pour investir en République démocratique du Congo. Cela peut apporter une stabilité économique, mais jusqu'à présent cela est un peu bloqué, vu les situations dans notre pays, de l'insécurité à l'est du pays. Alors ils exigent à ce qu'il y ait d'abord de la paix pour qu'ils viennent investir. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces propositions? Déjà, un apport étant un citoyen. C'est quelque chose que nous soutenons et que nous appelons de tous nos voeux. C'est vrai, même vous-même, vous ne pouvez pas jeter votre argent là où il y a l'insécurité. A fortiori, les capitalistes, quand ils viennent, ils ne vont pas mettre leur argent là où il y a l'insécurité. Je crois d'abord un rectificatif. Le contrat n'est pas encore signé. On est en plein parler pour arriver à ce qu'on va appeler c'est une très bonne chose parce qu'à terme, si les Américains doivent venir, on a parlé dans un premier temps de 200 milliards, être complété par 300 milliards, ce serait 500 milliards. Vous voyez un investissement de 500 milliards et dans tous les domaines, ça veut dire que d'après tu qui a fuité, ils sont, quand ils viennent, c'est un programme de libérer contre la paix et la sécurité, quelque chose comme ça. Je crois que c'est quelque chose qui viendra booster notre économie parce que on va créer suffisamment d'emplois, on va créer suffisamment de sociétés parce qu'ils vont venir, contrairement, ils viendraient, je voudrais parler au conditionnel, au cas où le contrat est signé. Oui, au cas où le contrat serait signé, ils viendraient pour créer des sociétés d'exploitation, des sociétés de raffinerie et des sociétés de transformation. Ça veut dire que les matières premières partiraient directement de la République. Donc on va gagner triplement et ça permettra qu'il y ait suffisamment d'emplois, suffisamment de compagnies, suffisamment de sociétés. Mais encore que nous continuons à prier que ça marche, mais sans rentrer dans certaines considérations politiciennes ou politiques. Il y a toujours nos fameux politiciens qui sont en train de se mettre le bâton dans les roues, de l'opposition comme du pouvoir. Je
qui se mettent les bâtons dans les roues, ceux du pouvoir estiment que c'est seulement tel qui doit aller négocier parce qu'on croit qu'en négocier avec les Américains, c'est comme on négocie avec les Chinois, il y a des pots de vin, il y a des pouvoirs, donc personne ne met à l'avant-plan l'intérêt de la République. Les opposants aussi, sans rien proposer de concret, sans soutenir ceux qui viennent pour booster et relever le pays, juste parce qu'on est opposant, on refuse que ces investissements arrivent. Alors que nous savons tous que depuis 2006, tout dans ce pays est déjà bradé, tout est bradé. Donc il faut se réunir, qu'on récupère ce qui nous revient à l'Est, qu'on fasse ce qu'il y a lieu de faire pour que la paix revienne à l'Est. Nos frères de l'Est ont souffert, nos frères de l'Est sont assez bons, 30 ans quand même de massacres, de pillages, de viols, de crimes, de privatisation. 30 ans c'est assez, ça suffit. Et si par ricochet, la paix intervenant à l'Est ferait qu'on crée les emplois, on crée les sociétés et qu'on puisse payer ensemble. Voilà le normal. Il faut soutenir la démarche. Nous sommes tout à fait d'accord avec la décision prise par le chef. Puisqu'on parlait de la grande ampleur dans notre émission, alors nous allons souligner un point sur le SMIC. Est-ce que le SMIC, le salaire, c'est une matière qui est très vaste parce que souvent quand vous lisez le code du travail, il y a confusion entre rémunération et salaire, il y a confusion entre salaire et SMIC. Bref, c'est qu'on peut dire très rapidement en deux mots, le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est-à-dire c'est le salaire dans tous les secteurs possibles, en deçà duquel personne ne peut descendre. Vous pouvez être chauffeur, vous pouvez être domestique, vous pouvez être mécanicien. Bref, on prend les différentes professions dans les différents secteurs. On parle du SMIC, c'est le minimum en deçà duquel personne ne peut descendre. Mais la loi laisse maintenant aux employeurs et aux délégations syndicales, via notamment les négociations collectives, à travers la convention collective, à travers certains arrangements, la loi laisse le libre arbitre, le libre choix de négocier pour améliorer les salaires. Donc, je m'obsens le fait qu'aujourd'hui, le salaire minimum interprofessionnel garanti est fixé à 5 $. Il y a des gens qui peuvent payer leurs employés, il y a des sociétés qui paient leurs employés largement au-delà de ce que prévoit la loi. Ça, c'est seulement le plancher en deçà duquel il ne faut pas descendre. Et on considère que minimalement avec 5 $, une famille moyenne peut vivre quand même par jour. On voit que c'est encore médiocre, le bateau peut apporter. Et voilà, donc la petite différence. Merci beaucoup, M. Trésor. C'était votre tranche d'émission, la grande ampleur. M. Trésor, est-ce que vous pouvez avoir un dernier mot par rapport à cette grande participation dans notre plateau de l'émission La grande ampleur? Un dernier mot, c'est un appel aux syndicalistes, et spécialement aux délégués syndicaux. Nous, dans la formation que nous donnons à nos délégués syndicaux, nous disons que le délégué syndical, c'est un monsieur, c'est un grand monsieur. Et les organisations syndicales sont des structures très respectables. Malheureusement, il y a des syndicats et des syndicalistes qui s'ignorent, qui ne se connaissent pas, qui se vendent à vil prix au détriment de ce que légitimement et logiquement devraient attendre leurs électeurs, leurs montants, leur base. Donc, s'il y a un mot que je peux dire, c'est que nos camarades délégués syndicaux doivent apprendre et comprendre que un délégué syndical ne doit pas être l'ami de l'employeur. Le délégué syndical ne doit pas être l'ennemi de l'employeur. Le délégué syndical doit garder son juste milieu pour être le partenaire social de l'employeur. Pourquoi? Parce qu'un ami, quoi qu'il fasse, en bien ou en mal, peut commettre toutes les bêtises possibles qui soient, ben vous l'accompagnez, vous le soutenez, vous l'encouragez, vous le portez à bout de bras, c'est votre ami, vous le tolérez. Et si vous faites de votre employeur votre ennemi, ça veut dire que vous cassez le dialogue social. Quand l'employeur devient votre ami, vous trahissez les travailleurs parce que l'action syndicale est morte, vous n'avez plus les défendre convenablement, parce qu'il y a complicité entre vous. Quand vous faites ennemi de l'employeur, vous cassez le dialogue social, vous sacrifiez aussi les travailleurs parce que le dialogue social étant interrompu, vous n'avez plus porter le cadre du partenariat social que nous lie mutuellement et
faire notre travail tel qu'il se doit, selon les règles de l'art, selon les respects des accords conventionnels, des règlements et de la loi, du droit du travail. Donc il faudrait vraiment que tout syndicaliste intériorise cela et que nous travaillions en tant que membres de la société civile, dans notre indépendance d'esprit, dans notre liberté vis-à-vis et des politiciens et de tous les autres manipulateurs. Ok, mesdames et messieurs, merci beaucoup de vous avoir scotché, suivi cette émission qui vous apporte toujours beaucoup plus auprès de chez vous. Merci infiniment, M. Trésor, d'avoir participé. C'est moi, je vous remercie. Merci beaucoup. Derrière la caméra, nous avons Peggy Laptop qui est avec nous. C'est lui le réalisateur de cette émission. Merci beaucoup.